Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans des bouquins. Aujourd'hui, on démarre sur les chapeaux de roue, un entretien avec Thomas Arsens, praticien en hypnose qui exerce sur l'île de la Réunion. J'ai regardé quelques vidéos YouTube que tu avais fait et j'ai vu que tu parlais de pendule, ça m'a beaucoup intéressée parce que je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Ah, génial. C'est comme ça que j'ai commencé l'hypnose, mais je ne savais pas que je faisais de l'hypnose en fait. Tu vois, je devais avoir 14 ans et on m'a offert un pendule, une dame, une voyante m'a offert un pendule. C'était une amie de ma mère. Elle voyait que j'étais un peu branché, ésotérisme et tout ça. Et donc je m'amusais avec ce pendule, un pendule de radiesthésie quoi. Je ne m'en servais pas pour faire de la radiesthésie, je m'en servais, je lui posais des questions. Et puis j'avais des réponses quoi. Oui, non, peut-être, tout ça. Et voilà, et je trouvais ça super, hyper bluffant par moments. Bon, je pense que j'arrivais à me convaincre moi-même aussi de temps en temps de la pertinence des réponses, mais peu importe quoi. En tout cas, il y avait un fonctionnement du pendule tel qu'on peut l'utiliser en hypnose, quoi, avec des signaux idéomoteurs, hein, des micro-mouvements des doigts ou du bras, quoi. C'est après, bien des années plus tard, quand j'ai appris l'hypnose, que j'ai réalisé qu'en fait, j'en faisais sans le savoir quelque part, tu vois. C'est ça, que tu étais à l'écoute de ton inconscient d'une certaine façon. Ouais, c'est ça, mais je savais même pas que je faisais ça, quoi. D'accord, parce qu'apparemment il y a plusieurs écoles, donc moi j'ai l'impression que j'ai fait exactement le circuit inverse, c'est-à-dire que j'ai découvert l'hypnose et là j'arrive un peu après avec le pendule, avec toutes les informations c'est de la physique quantique, c'est la connexion à la conscience, et puis il y en a quand même quelques-uns qui disent c'est quand même l'amplification des mouvements idéomoteurs, et effectivement je reconnais dans mon corps, parce que je fais beaucoup d'auto-hypnose aussi, je reconnais ces petits mouvements idéomoteurs, et en fait c'est ça qui se passe quand on pose la convention sur le pendule. Moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas, c'est un signaling comme un autre. Exact, c'est ça. Voilà, comme l'écriture automatique, comme la méthode de Rossi avec les mains qui se rapprochent, comme une lévitation, comme les mouvements des petits doigts, tout ça c'est du signaling, quoi. Donc c'est une façon métaphorique de laisser l'inconscient s'exprimer, nous dire des choses, sans qu'on sache si c'est réel ou imaginaire, quoi. C'était une des questions que j'avais à te poser en plus, si tu avais déjà eu des exemples de séances où tu étais vraiment persuadé que la séance n'avait pas fonctionné. Tout le temps. Et souvent, je me dis même, c'est quelque chose que je remarquais souvent au début, ça, que plus j'étais persuadé d'avoir réussi une séance, plus elle était foirée, et plus j'étais persuadé d'avoir foiré une séance, plus elle était réussie, quoi. Jusqu'au jour où j'ai réussi un peu à me détacher de ça, quoi. Là, on est lundi. Vendredi, je suis rentré chez moi après le travail et j'ai dit à ma chérie, je lui ai dit, j'ai fait une séance aujourd'hui, j'ai fait de la merde, excuse-moi l'expression, mais j'ai dit j'ai fait n'importe quoi, je savais pas ce que je faisais, je suis parti dans tous les sens, etc. Donc ça m'a dérangé, si tu veux. Mais ça m'a pas inquiété quant au résultat. Je connais pas le résultat, je sais pas si ça a servi ou pas. Mais plus ça va, plus je me dis que nous, notre rôle est vraiment secondaire, quoi. Et qu'on est surtout des passeurs, des guides, voilà, quelque chose comme ça. On aide les gens à ce qu'eux-mêmes trouvent leur solution pour aller mieux, quoi. Donc, si on est présent, qu'on sait écouter, avec une écoute active, et qu'on a un bon rapport thérapeutique, je pense que c'est ce qui est primordial en fait. Après, on peut utiliser n'importe quelle technique, protocole, je pense pas que ça ait beaucoup d'importance, quoi. Je pense que c'est la peur du débutant. C'est ça. Mais je pense ça aujourd'hui, mais peut-être que je penserai pas ça dans 6 mois ou dans un an. Hein. Mais aujourd'hui, j'en suis là, moi, de ma pratique. D'accord. Ça évolue de toute façon. Oui, au fur et à mesure des expériences, des lectures aussi. C'est vrai qu'au début, quand on commence, quand même, bon, ça fait pas longtemps, hein, moi je pratique de façon professionnelle en cabinet, ça fait 5 ans. Hein, mais quand même, 5 ans, on peut quand même avoir un petit peu de recul, quoi. Et c'est vrai qu'au début, on est très appliqué, on est très scolaire, quoi. Enfin, j'ai été très scolaire en tout cas. Alors là, il y a tel problème, donc tel problème, je vais faire telle technique. Telle technique, c'est tel déroulé, comme ça, donc il faut bien faire les choses, il faut bien dire ce qu'il faut dire, etc. Et puis quand même, quand on revient, mais ça c'est un peu la déformation de la PNL quand même, hein. Après quand on revient à Erickson quand même, où il nous dit quand même que l'inconscient de toute façon c'est beaucoup plus de choses que ce que vous savez, donc laissez-le faire, quoi. L'idée c'est d'aller taper à la porte de l'inconscient, lui demander s'il est là, et puis s'il est là, lui demander d'aider, et puis laisser faire ensuite, tu vois.
Et je pense pas que ça ait des résultats plus mauvais qu'autre chose. Complètement. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, mais moi, complètement. Moi, je vois tes paroles parce que moi j'étais aussi confrontée à des séances où j'étais persuadée qu'il allait avoir un résultat positif et en fait pas du tout. Et l'inverse où je me suis dit oh là là, pareil, comme toi, j'ai fait n'importe quoi, je suis désolée, je m'excusais même avec le patient en disant bah écoutez là, on n'arrive pas à dérouler la technique. Il me disait bah ouais, j'ai envie d'aller fumer. Bon bah c'est pas grave, on a raté. C'est peut-être pas le moment pour vous. Et en fait, bon bah super résultat. Et après en hypnose humaniste aussi, il y a des moments où j'attendais des symboles et je tombais sur des archétypes. Et puis il y a des moments où j'attendais des archétypes et je tombais sur des personnes avec qui il fallait faire le deuil, où on était chacun surpris en fait, moi et le patient, de se dire oh, c'est ça. D'accord. Et donc là, de plus en plus, je pense qu'on se met en retrait, on ne sait pas ce qui va se passer, on prend ce qui vient. Voilà. Exactement. Ouais. Mais c'est ça, hein, prendre ce qui vient, je pense que c'est ça, une bonne transe, et puis après on fait avec ce qui vient, quoi. Voilà, et on improvise. Mais bon, c'est pas facile parce qu'il faut avoir confiance en soi, quoi. Voilà, et puis quand on débute, ça donne confiance de se reposer sur ce qu'on a appris à faire à l'école. Donc je pense que tout est normal. Je pense que le processus est tout à fait normal et qu'au bout d'un moment, on se détache aussi de ce qu'on a appris, quoi. Et je pense que c'est important de le faire aussi. J'imagine que tu as aussi des patients qui te posent des questions sur combien de séances il faut, est-ce que vous pouvez m'aider en une séance? Ouais. Ça, est-ce qu'il y a eu un résultat là, dans ce qui s'est passé dans la séance? C'est toujours compliqué parce que c'est toujours un équilibre, quoi, à trouver. Parce que si même tu sais, toi, que la personne vient avec un sujet assez lourd et que probablement l'expérience t'a montré qu'il va quand même falloir quelques séances, je pense que c'est bien de dire qu'il faut quelques séances, mais il faut aussi pouvoir se garder la possibilité que, par magie, ça se règle en une séance. J'ai mis des gros guillemets. Mais c'est-à-dire, si la personne a la croyance que son problème, elle peut le régler en une séance, faut pas lui enlever ça, quoi. Parce que ça va être ça le moteur, ça va être sa croyance. Tu vois ? Exact. Voilà, alors est-ce que vous pensez qu'il faut que je revienne ? J'ai dit je sais pas, ça va être à vous de voir maintenant, quoi. Voilà, mais c'est toujours délicat, c'est très très délicat de répondre à cette question parce qu'on risque de donner une suggestion négative qui est de toute façon cette séance c'est pas là que vous allez avoir des résultats, c'est au bout de 3. C'est dommage de dire ça, quoi, parce qu'on s'enlève la possibilité que tout soit réglé en une séance. Mais on peut pas dire en même temps non venez on fait une seule séance et ça suffira. Parce que c'est souvent pas vrai, quoi. Et voilà, donc c'est délicat. Moi, je dis aux gens que je n'en sais rien, tout simplement, et que c'est en fonction des croyances de la personne, de son histoire de vie, et que j'ai suffisamment d'exemples sous le bras pour dire, en fait, on ne sait pas, des fois il en faut une, des fois là où on pensait qu'on en aurait plusieurs. Voilà. On laisse la magie opérer. Ouais. Bon, après, ça ne nous coûte rien quand même de glisser une petite suggestion positive en disant qu'à partir de maintenant, ça va aller de mieux en mieux. Après la première séance. Sur mon site, parce que comme c'est une question qu'on me pose souvent, j'ai bien écrit qu'on est quand même sur une moyenne de 4-5 séances. Au maximum, on en fera 10, on n'en fera pas plus. Entre nous, ça m'est jamais arrivé d'en faire 10. Jamais. Je veux dire, soit ça bouge avant, soit ça bouge pas. Au bout de 3 séances, si vraiment il n'y a rien qui bouge, j'arrête. Peut-être parce que moi-même, je me décourage aussi, quoi. Voilà, donc cette question du nombre de séances, on nous la pose tout le temps. Pour l'arrêt du tabac, évidemment, moi, comme beaucoup, je propose 2 séances. 2 séances, c'est souvent une de trop. Une séance suffit très souvent, mais pour beaucoup de gens, 2 c'est bien. Et puis ça peut nous servir aussi pour une première séance un peu pour découvrir l'hypnose, l'état d'hypnose, apprendre la personne à entrer en transe, pour qu'à la deuxième séance, lorsqu'on va vraiment travailler sur l'arrêt du tabac, elle soit prête et elle connaisse déjà l'état. Donc ça a cette vertu-là. Ça a la vertu aussi évidemment de commencer un travail avec des suggestions ou autre. Mais ça a l'inconvénient de faire que beaucoup de gens se reposent sur la deuxième séance, alors qu'ils pourraient arrêter en une. Donc là aussi, je suis souvent embêté. Donc je leur dis voilà, on fait cette séance d'hypnose et puis après cette séance, c'est à vous de voir maintenant. Mais la décision d'arrêter, ça vous revient. Il n'y a que vous qui pouvez arrêter de fumer, c'est pas moi qui vais le faire pour vous. Donc cette décision, c'est à vous de la prendre. Prenez-la quand vous sentez que c'est le moment pour vous de la prendre. Et ça peut être tout de suite après cette séance. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, mais ça peut être aussi à la prochaine séance, tu vois. Et donc du coup, on a souvent des gens qui partent du cabinet qui n'ont plus vraiment envie de fumer, et puis le lendemain, ils ont de nouveau envie, alors ils refument. Parce qu'il y a la deuxième séance à venir. Alors ils me racontent ça au deuxième rendez-vous, je leur dis mais s'il n'y avait pas eu la deuxième séance, est-ce que vous l'auriez refumé cette cigarette du lendemain, tu vois. Ils me disent probablement pas. Donc voilà, on se tire aussi une balle dans le pied un petit peu là, en proposant 2 séances. Voilà, c'est délicat. Entre rassurer et faire que la personne s'envole seule
dans son choix, c'est pas évident. C'est un juste équilibre pareil. Je voulais voir avec toi comment tu étais déjà arrivé à l'hypnose et puis ensuite comment tu as sauté d'une formation à une autre. Alors effectivement, moi, j'ai découvert l'hypnose parce que j'avais une problématique personnelle qu'un thérapeute m'a hypnotisé, un ostéopathe en l'occurrence, pour traiter une douleur. Ça m'a bluffé complètement. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose et là j'ai découvert que c'est quelque chose qui s'apprenait. C'était pas un don et moi j'avais vécu près de 40 ans en pensant qu'il fallait un don. Donc j'ai dit non, tout le monde peut apprendre à faire ça. Alors, là ça m'a rendu fou, j'ai dit je veux absolument apprendre à faire ça. Et j'ai voulu faire de l'hypnose de spectacle. C'est ça qui me plaisait. Parce que quand j'étais petit, j'étais fasciné par ça. Je suis né en 75, donc j'ai grandi avec la télé. Et il y avait Dominique Webb à la télé, il y avait Chris, il y avait des hypnotiseurs comme ça. Et plutôt que l'hypnose de spectacle, en fait, je me suis dirigé vers l'hypnose de rue parce que c'était vraiment en pleine explosion là, à cette époque-là. Voilà, donc j'ai commencé à apprendre l'hypnose de rue tout seul avec le livre de Jean-Emmanuel Combes. J'ai lu ça, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, puis je suis allé suivre sa formation ensuite à Montpellier, et puis je suis revenu à La Réunion et j'ai pratiqué l'hypnose de rue, et puis petit à petit en fait en hypnose de rue, tu commences par hypnotiser une personne, puis quand tu es à l'aise avec une, tu en hypnotises deux à la fois, puis tu te rends compte que en fait c'est pareil, d'en hypnotiser une ou deux, donc pourquoi pas en hypnotiser 5. Et puis pourquoi pas 10 quoi. Et puis un jour je me suis retrouvé avec 15 personnes quoi. Donc j'ai dit c'est un peu beaucoup quand même. Là les gens viennent te voir et puis tu te dis mais en fait ça intéresse vraiment les gens. Il y a peut-être moyen d'en faire un business entre guillemets. C'est-à-dire j'ai commencé à faire des animations, anniversaires, soirées, mariages, à franchir le pas pour de passer de l'hypnose de rue à l'hypnose de scène. L'hypnose de scène c'est plus facile que l'hypnose de rue. C'est plus difficile sous certains aspects, sous l'aspect spectacle, mais d'un point de vue hypnotique, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et puis, en même temps, j'étais pas heureux dans mon travail, donc j'étais journaliste, j'ai été journaliste pendant 18 ans, et les dernières années, ça allait pas du tout, donc j'avais très envie de changer de métier. En faisant des spectacles aussi, à la fin des spectacles, beaucoup de gens venaient me voir en me demandant si je pouvais les aider, quoi. Arrêter de fumer, perdre du poids, etc. Je leur disais non, je sais pas faire, donc je les orientais vers des thérapeutes. Et puis, donc là, ça a commencé à me travailler. J'ai dit, mais j'adore l'hypnose, pourquoi j'irais pas me former à l'hypnose thérapeutique et peut-être essayer d'en faire mon métier. Donc je suis parti à Paris, à l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne, donc avec Olivier Loquer, et j'ai fait cette formation, et au sortir de cette formation, les choses étaient claires pour moi. C'était que j'allais faire ça maintenant, quoi. Ah ouais, c'était clair. Et je suis rentré. Pour te dire, j'avais fait ce qu'ils appellent les universités d'été, donc c'est la formation intensive. C'est 30 jours de formation sur même pas 6 semaines, quoi. Donc tu as fait technicien, praticien 1, praticien 2, maître praticien. Non, je me suis arrêté au Prat 2. 30 jours d'affilée. Alors c'était un peu décalé, des fois on travaillait le samedi, le dimanche, on avait cours samedi, le dimanche, on s'arrêtait le lundi, mardi, on reprenait le mercredi. Olivier nous accueillait en me disant vous avez passé un bon week-end. Bon, on était complètement en vrac, on savait plus où était le week-end, où était la semaine, mais c'était très fatigant, mais c'était super. Et en sortant de ça, pour moi c'était évident que j'allais faire ça parce que je me suis régalé, quoi. Et pour te dire, c'était très rapide, c'est-à-dire que je suis rentré le 20 août à La Réunion, le 1er septembre j'ai ouvert mon cabinet, quoi. Tu vois, donc quasiment 2 semaines après j'ai ouvert mon cabinet et voilà, j'ai commencé à travailler 2 jours par semaine et puis au bout de 6 mois j'avais assez de monde pour travailler 4 jours par semaine. Je voulais travailler 4 jours parce que ça m'allait bien. Et puis finalement, maintenant je suis à 5 jours. Et puis je travaillais en tant que formateur ici. J'ai commencé à donner des formations en hypnose de scène et de rue dans une école d'hypnose réunionnaise qui est partenaire de l'IFHE. Et donc Olivier Loquer et Patricia D'Angeli viennent à La Réunion, en tout cas venaient à La Réunion tous les ans donner leur formation en hypnose humaniste. Voilà. Donc j'ai profité de leur venue pour me former en hypnose humaniste également. Et voilà. Alors ensuite, aujourd'hui, moi l'hypnose humaniste, je la pratique pas. J'ai adoré la formation, je me suis régalé, mais je pratique pas. J'ai pratiqué au début et puis en fait je suis pas très à l'aise avec ces outils-là. Voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, complètement, parce que voilà, du coup j'ai compris. T'as compris le processus. Voilà. Et si tu veux, et moi c'est vrai que j'ai commencé par l'hypnose de rue et comme c'est mon parcours, évidemment il y a un biais, mais j'ai l'impression que c'est la meilleure école que j'ai suivie, tu vois. Parce que quand je suis arrivé en formation d'hypnose ericksonienne, à la différence de la plupart des autres stagiaires, j'avais déjà hypnotisé les gens et je leur avais déjà fait vivre jusqu'à des hallucinations sous hypnose, tu vois. Donc, par conséquent, j'avais une certaine confiance dans ma capacité à hypnotiser quelqu'un. Je me demandais
pas trop si j'allais y arriver ou pas. Et ce qui fait que j'avais une longueur d'avance de ce côté-là. De ce côté-là. Après, pour tout ce qui est évidemment le reste, le langage ericksonien et tout ça, je connaissais rien. Mais d'un point de vue induction hypnotique, j'avais une longueur d'avance. Mais j'ai dû quand même tout réapprendre. Parce que là, tu passes de induction instantanée à induction lente qui dure un quart d'heure. C'est dur, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas évident au début. Hein. Mais je trouve que c'est très formateur de commencer par là où j'ai commencé. Quoi. C'est pour ça que je le conseille aujourd'hui beaucoup, même à ceux qui veulent se lancer dans l'hypnose, de commencer par là parce que on touche du doigt l'hypnose. Quoi. C'est-à-dire que quand on hypnotise quelqu'un dans la rue ou sur scène et que la personne a une hallucination, on est sûr qu'elle est hypnotisée. Quoi. Alors qu'en formation, on se demande toujours si la personne elle est vraiment en transe. Quoi. C'est ça. Les signes de transe, voilà. On travaille beaucoup les lévitations, mais c'est vrai que c'est pas le cœur de ce qu'on apprend à l'IFHE. Et effectivement, moi aussi, ça m'a manqué, parce que du coup, j'ai pas commencé par l'hypnose de rue, j'ai commencé par l'hypnose humaniste, et du coup, comme je travaillais à l'hôpital en même temps, les inductions rapides m'ont manqué, très rapidement. Donc du coup, là, j'ai bifurqué sur l'hypnose de rue, pour pouvoir avoir des inductions rapides pour la douleur, pour l'anxiété à l'hôpital. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a besoin de rapidité dans ces moments-là, en fait, dans ces thérapies-là. On ne peut pas se poser et puis faire une induction ou un bain d'hypnose pendant 20 minutes entre deux chambres, c'est pas possible. Et pour cette pratique-là, il y a effectivement des inductions instantanées qui sont intéressantes, mais il y a aussi ce qu'on a, des inductions rapides. Et il y a tout le travail de Dave Hellman. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Dave Hellman. Bon, lui, spécialiste un peu enfin spécialiste, qui a formé énormément de médecins et énormément de dentistes. Et donc des gens qui doivent aller vite aussi. Hein. Donc une induction qui porte son nom, hein, qui dure à peu près 3 minutes. Très très puissante quoi. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, quand il y a une urgence ou quand il va y avoir un soin dentaire et tout ça, on est face à des gens qui vont entrer facilement en hypnose quoi. Il va y avoir beaucoup moins de résistance hein, que quand on vient pour gagner en confiance ou pour traiter une phobie quoi. Parce qu'il y a une urgence à régler le problème et il y a une urgence, il y a une attente. Comme dit Olivier, plus il y a de douleur, plus ça fonctionne. T'as parlé aussi dans une de tes interviews de l'école un peu américaine. Il n'y a pas de souci là-bas sur le fait d'être hypnothérapeute et hypnotiseur de spectacle. Les deux se mêlent et je trouve ça absolument génial parce que moi je viens du milieu hospitalier. Et c'est hyper mal vu de faire déjà de l'hypnose de spectacle. De l'hypnose de rue, c'est dans le même panier. Être formé en dehors de l'université, c'est très très mal vu. C'est très dommage. Est-ce que tu penses que ça va se développer chez nous en France d'ici quelques années ou... Je sais pas. Non, j'ai du mal à y croire. C'est le pays des Lumières. On a un héritage comme ça. Très lourd, très, très, très sérieux. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus détendus avec ça. Hein. Et puis regarde, Dave Hellman, il a commencé par être hypnotiseur de scène à la suite de son père. Gil Boyne aussi, qui est un grand nom de l'hypnothérapie moderne aux États-Unis. Il a commencé sur scène, il s'est formé avec Hormone McGill, qui a été le doyen des hypnotiseurs. Aucun souci là-bas, quoi, aucun souci. Alors, à la National Guild of Hypnotists, qui est une association dont je fais partie, ils ont une convention tous les ans. Donc, convention, il n'y a que des hypnothérapeutes de partout. Et il y a une soirée qui est consacrée à l'hypnose, je crois que c'est le vendredi en général. Donc, le public, là, est constitué uniquement d'hypnothérapeutes. Tu te rends compte ? Donc, il y a des hypnotiseurs sur scène qui vont hypnotiser des hypnothérapeutes, qui vont vivre un spectacle sur scène. Bon, c'est inimaginable en France, quoi. C'est inimaginable. Voilà, ici, chez nous, l'hypnospectacle est très très mal vu, quoi. Mais il y a une raison, hein. Il y a aussi, c'est vrai que pendant des années, l'image qui a été montrée de l'hypnose de scène, elle était pas très très reluisante, quoi. C'est un truc très très autoritaire. Tout à l'heure, je te parlais de Dominique Webb et de Chris. Ils criaient sur les volontaires, ils leur hurlaient dessus, quoi. Tu parlais des vieilles vidéos de Dominique Webb. Je vous l'ordonne maintenant, vous dormez. Waouh. Bon, donc. Mais c'était purement du show, tu vois. Ça n'a évidemment aucun intérêt d'un point de vue hypnotique de faire ça. Hein. Mais c'était, cette image d'hypnotiseur tout puissant. Là. Donc ça, c'est sûr que ça a causé du tort. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, l'hypnose de scène, elle a vraiment changé. Alors évidemment, et on va toujours en trouver un ou deux par-ci par-là qui font croire qu'ils ont un pouvoir. Mais globalement, les spectacles sont cool aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le lobby des médecins qui fait le forcing de plus en plus pour s'arroger le droit de faire de l'hypnose. Hein. Il y avait une émission sur France Inter là, il y a 15 jours je crois, un truc comme ça, sur l'hypnose. Alors moi on m'a contacté, Thomas, il y a une émission sur l'hypnose, tout ça. J'ai réussi à écouter 5 minutes. J'ai tenu 5 minutes et ça m'a exaspéré parce qu'on parlait que d'hypnose médicale, c'était que des médecins et toujours les mêmes et je sais pas
en quoi, j'arrive toujours pas à comprendre en quoi un médecin serait meilleur que n'importe qui d'autre pour faire de l'hypnose. Je vois pas le rapport en fait. Mais bon. Et j'aimerais bien dans ce podcast en fait pouvoir interviewer quelqu'un qui est médecin, qui fait de l'hypnose. Et pourquoi c'est chasse gardée à ce point-là? Pourquoi au niveau des formations aussi, c'est aussi décrié? Moi, on m'a déjà dit, on aimerait vraiment travailler avec vous à l'hôpital, mais vous n'avez pas la bonne formation. Ça, c'est terrible, quoi. C'est un ostracisme. Et... ouais. Bon, après, ils peuvent toujours essayer de nous interdire de faire de l'hypnose. Ils pourront jamais, hein. Ils pourront jamais. Parce que l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est parler aux gens. Voilà. Donc, on fait que ça, en fait. On leur parle. Hein. On appellera ça autrement. Hein. Bon, mais moi, je me fais pas trop de soucis. On appellera ça autrement. Tu vois, il y a bien un type qui, à un moment donné, a dit qu'il allait appeler ça sophrologie. Et puis, il en a fait tout un business. Hein. Ça a marché. Donc, on pourra appeler ça autrement. Ouais. Hein. Super communication, je sais pas. On se débrouillera, quoi. Bon, c'est super intéressant, tout ça. Donc toi, tu proposes une formation en hypnose classique. Je propose une formation, voilà, alors plus qu'en hypnose classique, hein, parce que l'hypnose classique elle peut être adaptée à la thérapie, on ne fait pas du tout de thérapie dans ma formation, c'est vraiment de l'hypnose récréative, hein, hypnose de scène et hypnose de rue, avec évidemment il y a des différences entre les deux, mais les techniques grosso modo sont les mêmes. Voilà, c'est une formation sur 3 jours, bon, qui se passe à La Réunion, donc il faut être à La Réunion pour faire ça. Oui, c'est ça, je m'en suis aperçue, j'étais très motivée, et puis j'ai fait « Et voilà, j'essaye d'en donner 2 dans l'année. Bon, en ce moment, c'est un peu particulier, évidemment, vu les circonstances. Mais voilà, ça me plaît beaucoup, on s'amuse bien. Et voilà, et puis c'est important de s'amuser aussi avec ça, quoi. Combien de personnes tu peux accueillir à ta formation en ce moment? En ce moment, 5. Et plus moi, 6. Voilà, à La Réunion, on a droit qu'à ça, quoi, en ce moment. Après, en temps normal... recevoir une dizaine de personnes, et si j'ai quelqu'un avec moi pour m'assister, ça peut être 15, voilà. Mais bon, après les gens sont contents, hein, c'est une formation, quand on est 6, on travaille bien, hein, on va dans le détail des choses, quoi. Ouais, on va vraiment dans le détail des choses, ouais. Puis on a 3 jours, et 3 jours c'est largement suffisant. La plupart des formations en hypnose de scène ou en hypnose de rue durent 2 jours. Et voilà, la mienne dure 3 jours, et en réalité, le bon timing serait 2 jours et demi. Mais je trouve que c'est difficile de faire une formation de 2 jours et demi. Donc on fait 3 jours et on prend vraiment le temps. Même on va au-delà de ça, on parle beaucoup de choses, d'hypnose. Et comme il y a beaucoup de praticiens aussi, ils sont très très curieux de plein de choses, quoi. Voilà, mais c'est ouvert à tout le monde, évidemment, c'est ouvert aux débutants. À ceux qui veulent venir juste s'amuser, ceux qui veulent devenir hypnotiseurs de scène, ceux qui veulent juste épater leurs amis. Voilà. Le principal, c'est que vous passiez 3 jours où c'est sympa, il y a de l'apprentissage, il y a des échanges. Ouais, on s'amuse bien. Ouais, personne n'est parti en étant déçu de ma formation. Et puis, voilà, ouais, c'est ça. Tout va bien. Après, c'est pas forcément destiné à pratiquer même, hein. C'est pas parce que tu vas faire cette formation-là que tu vas te retrouver dans la rue ou tu vas te retrouver sur scène, quoi. Mais je pense que si t'es praticien, c'est vraiment utile, quoi, parce que des gens voient autre chose, quoi. On voit autre chose que l'hypnose ericksonienne. On apprend aussi à manier les suggestions directes qui sont aussi efficaces que les suggestions indirectes, hein, si elles sont bien maniées. Pourquoi s'en priver ? Pourquoi passer 20 minutes à hypnotiser quelqu'un quand on peut passer moins de 5 minutes? Voilà, ça c'est toujours un mystère. Je veux dire, si on peut gagner du temps, on le fait. C'est pas avec tout le monde, mais avec les gens qui sont capables, on peut le faire. Et toi, tu t'es régalé à ta formation d'hypnose de rue? Ouais, j'ai adoré. Vraiment. C'était à Bordeaux? Non, c'était à Lille. Je suis allée à Lille. Parce que c'était pendant les vacances scolaires, donc ça m'arrangeait au niveau des dates. Et c'était vraiment super. D'ailleurs, c'était un journaliste qui faisait la formation. Ah ouais. Ok. Et ouais, je me suis régalée. J'ai vu des gens qui venaient complètement débutants pouvoir hypnotiser des gens l'après-midi même. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'on a tous ce pouvoir en nous et qu'on peut hypnotiser tant qu'on a cette croyance, cette volonté et cette bienveillance. Ça roule, quoi. Donc ouais, j'ai adoré. Ok, c'est bien. Et tu comptes te former encore à l'hypnose
Alors, je faisais les petites formations thématiques Les petits modules, ouais. à l'IFHE. J'avais fait l'arrêt du tabac, hypnose. Je travaillais en ORL à l'hôpital en plus, donc à l'époque, c'était très chouette. Parce que je voulais créer une consultation arrêt du tabac en ORL. Donc c'était super. 2 jours avec Elsa Michel à Paris. Et puis, non, là, je me suis arrêtée avec le Covid, en fait. Je réfléchissais au maître praticien. Puis, Ok. et puis voilà, non, pour l'instant, le podcast me prend déjà pas mal de temps. Ouais, c'est chouette. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. J'aimerais bien que Merci beaucoup. tu parles de tes réseaux sociaux, comment on peut te contacter, si on a envie de venir à ta formation ou si les Réunionnais veulent te consulter. Alors, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vos paupières sont lourdes, donc qui est ouverte à toutes les formes d'hypnose. Il y a des séances enregistrées pour aller mieux. Il y a des vidéos qui parlent d'hypnose, d'auto-hypnose. Et puis il y a des vidéos d'hypnose de spectacle, d'hypnose de rue, hypnose ludique, voilà, un peu tout ça. Puis évidemment j'ai un Facebook, Thomas Arsens, hypnose, et puis Instagram aussi, voilà. Mais j'ai mon site internet sur lequel il y a toutes les infos, tout ça c'est regroupé, c'est arsens-hypnose.com. Et la formation, la prochaine a lieu du 16 au 18 avril, je crois. 2021. 2021, exactement. Et voilà, les inscriptions sont ouvertes. À tous les Réunionnais. Voilà. Non, c'est chouette pour vous. C'est chouette. Ça va ? Très bien. Merci beaucoup, j'ai adoré. C'est moi qui te remercie, je te remercie beaucoup. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir Pascal. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je vous mets en lien les informations de Thomas. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. N'hésitez pas à soutenir le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.